Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, une personnalité de grande valeur, fraîchement arrivée à Strasbourg et qui a été, je pense, cueillie à froid avec toute cette tempête virale. Il s'agit de Paul Lang, directeur des musées de Strasbourg. Cher Paul, bonjour et bienvenue. Et je te remercie de nous faire l'honneur d'accepter de participer à ces conversations. Alors, c'est le protocole de l'amitié, tu le sais, donc on se tutoie dans le civil, je te tutoierai, si tu ne vois pas d'inconvénient. Absolument pas, et je te remercie de m'avoir invité. Mais c'est nous qui te remercions de venir. Alors, moi, je voudrais que tu nous dises un peu, parce que c'est important d'avoir les réactions de gens pertinents et intelligents comme toi, au fond, comment tu as vécu cette période de confinement et ce début de déconfinement, et quelles sont les réflexions que cela t'a inspiré en tant que directeur des musées de la ville de Strasbourg? Bon, alors, pour commencer, évidemment, ce n'est pas très original. J'ai été sidéré, en état de sidération, effectivement, parce que c'est un événement. Donc, ce qui m'a sidéré, c'est pas tant, je dois dire, la maladie en tant que telle, mais les mesures de confinement. C'est ce sentiment de claustration extrêmement rapide, comme extrêmement brutal. Cette sorte de privation de liberté qui était, je peux très bien le comprendre, tout à fait absolument indispensable et justifiée, mais ça m'a laissé effectivement sidéré. Ce qui fait que je dois avouer, même dans le cadre du télétravail, n'avoir pas été très productif au cours des 15 premiers jours, je dois bien le dire. C'était très curieux. Alors, évidemment, en tant que directeur de musée, il convient de rappeler que la mission première d'un musée, c'est de rendre accessible et intelligible des œuvres originales. Alors, évidemment, d'un coup, overnight, comme disent les Américains, nous avons privé notre public, nos publics, de cette possibilité. Alors, il y a eu un report tout à fait naturel sur les nouvelles technologies. Quelque chose, évidemment, qui n'aurait pas pu avoir lieu si ce fléau nous avait, parce que c'est un fléau, nous avait frappé il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Alors, ce report naturel, il a suscité au sein des musées de la ville de Strasbourg une véritable force de proposition. Il faut le dire, une créativité qui était tout à fait bienvenue. À quelque chose, malheur est bon. En quelque sorte, oui, des partenariats aussi qui n'auraient, je dois le concéder, je dois l'avouer, auxquels nous n'aurions pas naturellement songé dans le cas d'une non-crise sanitaire. Alors, évidemment, il y a eu donc un certain nombre d'événements, on va dire, numériques qui se sont produits, et des visites notamment, et par exemple un partenariat qui est en train de se mettre en place avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, que je salue, et en partenariat avec Arte, qui s'intitule Miroir, où un soliste, qui va donner lieu à du reste une montée en puissance, où un soliste va proposer une balade, une itinérance dans les musées de la ville de Strasbourg, où on a la chance de commencer avec le premier violon, donc avec Charlotte Julliard au musée d'art moderne et contemporain. Donc cette série Miroir, elle aura lieu tout d'abord de manière numérique sur les sites de l'Orchestre Philharmonique et des musées de la ville de Strasbourg. Puis ensuite, après le confinement, nous l'espérons à partir du mois de septembre, elle pourra se répéter, mais en réel. Et elle va monter sur site, et elle va monter en puissance, d'abord soliste, puis duo, trio, quatuor, quintet, pour terminer par l'orchestre tout entier. Et cette fois-ci en résonance, non pas avec une œuvre des musées de la ville de Strasbourg, mais avec un bâtiment, en l'occurrence le Palais Rohan, et l'orchestre au complet. Et donc ça sera en quelque sorte la fête du déconfinement. Alors ce genre de choses, cette créativité, effectivement, elle n'aurait pas eu lieu sans ce confinement. Mais c'est quand même l'occasion de répéter, et c'est ça, je crains, en tant qu'homme de musée, qu'il y ait une dérive. Parce qu'il convient de beaucoup de gens, et notamment des personnes des nouvelles générations, et nous avons un véritable souci de relève des publics, vont avoir l'impression qu'au fond, visiter un musée, il suffira d'aller sur le site internet et de voir, de participer à un concours tel qu'on le propose, par exemple, alors que la raison d'être d'un musée, c'est tout d'abord de pouvoir proposer une expérience physique, véritablement. Le rapport à une œuvre d'art, c'est un rapport à une œuvre d'art originale,
on ne comprend pas l'œuvre si elle n'est pas en photographie. Et sur la toile, c'est absolument évident. Donc il conviendra de le rappeler et j'espère que toutes ces activités que nous avons déployées avec, je dois dire, beaucoup de compétences et beaucoup d'intelligence de la part notamment chez nous du service éducatif et culturel et du département de la communication, j'espère que ces activités, elles auront finalement une fonction incitative et donneront envie de retourner au musée pour voir les originaux, et que ce n'était pas en quelque sorte une fin en soi, mais qu'un moyen et qu'un succédané, qu'un palliatif en période de détresse. Excuse-moi, c'est le fumeur de cigare qui tousse. C'est formidable, et en tout cas bravo pour toutes ces initiatives. Maintenant, c'est sûr que ce qui est important, c'est que le public puisse voir en direct, in vivo, en quelque sorte, l'original. toutes les œuvres qui sont présentées dans les musées. Et alors, l'ouverture au public, comment tu la prépares? Je ne demande pas si tu es tous les soirs devant ton bureau sous la lumière, etc. Mais comment tu vois, parce qu'il y aura cette réouverture des musées, parce qu'il y aura probablement pendant un certain temps des contraintes et des limitations. Alors, tout d'abord, ce que j'ai proposé à la direction de la culture et à mon élu, c'est de réouvrir, et nous sommes immédiatement tombés d'accord, de réouvrir l'ensemble des musées ensemble. Ouais. Parce que ouvrir un seul musée ou deux ou trois serait impliquer une hiérarchisation que je récuse. Les musées de la ville de Strasbourg, c'est une entité qui fonctionne de manière organique et transversale. Donc, nous allons les réouvrir le plus tôt, nous espérons le plus tôt possible, mais dans les conditions les plus sereines et les plus saines possibles. Je ne suis pas encore aujourd'hui en mesure de te confirmer une date précise, mais nous avons un plan de reprise d'activité qui est en train de monter en puissance. Et évidemment, nous devrons, en fonction de l'actualité, parce qu'elle est évolutive, comme on le constate tous les jours, donc en fonction de l'évolution, jusqu'à la mi-juin, fin juin, début juillet, nous contrôlerons les jauges. Donc, c'est-à-dire que effectivement, nous imposerons tout d'abord à l'ensemble des agents des musées de la ville le port du masque, mais aussi à nos visiteurs. Ça serait impératif. Je m'adresse là prospectivement à nos visiteurs. Donc, malheureusement, l'entrée leur sera refusée s'ils ne sont pas dotés, munis d'un masque. Mais les œuvres, elles, quoique vivantes, elles ne sont pas obligées d'être masquées. Hein. Elles ne seront pas masquées, je te rassure. Voilà. Et donc, il y aura un contrôle de la jauge avec 4 à 5 mètres carrés par visiteur. Donc, ce qui fait qu'on risque de devoir attendre un peu, notamment dans des musées où les espaces sont où certains espaces sont extrêmement exigus, comme au musée Atasien ou au musée Tommy Ungerer. Mais donc on peut espérer que ça va rouvrir quand tu as déjà une date précise? Pour le moment, nous n'avons qu'une validation. Nous espérons qu'entre la mi-juin et le début juillet. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'a dit mon élu, le premier adjoint à la culture, Alain Fontanelle, qu'on a pu lire dans les DNA, on espère la mi-juin entre la mi-juin et le début juillet. Alors, donc, nous avions aussi prévu de faire un partenariat, nous, Absolument. Les musées et l'Odyssée, et donc on va être obligé de décaler. Comme nous avons dû reporter, je m'excuse de t'interrompre, comme nous avons dû reporter notre programme d'exposition, alors heureusement, nous n'avons annulé aucune exposition qui aurait dû avoir lieu ce printemps, ni le regard de Degas à Grunewald, donc Huysmans critique d'art au musée d'art moderne avec des prêts tout à fait exceptionnels du musée d'Orsay, ni Goethe à Strasbourg, ni Fantasmagorie. Heureusement, donc l'ensemble de ces expositions sont reportées et non pas annulées. C'est bien. Et oui, on avait prévu Faust, notamment dans le cadre de Goethe à Strasbourg, tout à fait. Donc c'est décalé, probablement ce sera en 2021, pas avant. Non, c'est en 2020. Ah oui, 2020. Absolument. Donc elles sont. Alors c'est la Marseillaise qui est décalée à 2021, à l'automne 2021, parce que c'est Huysmans critique d'art qui prend la place de la Marseillaise au musée d'art moderne et contemporain, mais Goethe a passé tout simplement du printemps à l'automne 2020. Et alors, on a
les mêmes problèmes dans les salles de cinéma que vous. Donc nous aussi, j'en ai déjà parlé dans les différentes rubriques qu'on a sur la chaîne YouTube de l'Odyssée. Je voudrais te poser la question, toi, dont je sais que tu es un grand cinéphile. Et que Pas tu assez. Un cinéphile tardif. Ce qui fait que j'ai tardif, encore. mais réel. Ce qui fait que effectivement, j'ai encore beaucoup de travail de rattrapage. Tardif peut-être, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et réel, assurément. Euh, Est-ce que tu as eu des réflexions sur la place du cinéma dans cette période de confinement que nous avons tous vécu Oui. et de déconfinement? Alors effectivement, je me suis rendu compte parce que je viens, ma culture s'est tout d'abord construite à partir du théâtre et de l'opéra et de la musique, et je me suis rendu compte à la faveur de ce confinement que pour moi le cinéma c'est aussi un spectacle vivant. C'est-à-dire que il m'est arrivé effectivement de regarder des films à la télévision alors que je n'avais pas allumé ma télévision quasiment depuis mon arrivée à Strasbourg, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et là, je me suis surpris pour la première fois depuis 2 ans à précisément être attentif au programme de la télévision pour pouvoir regarder des films. Et j'ai pu voir un certain nombre de très bons films, comme tout récemment Plein Soleil de René Clément et sur Arte pour ne pas la nommer. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au fond, le cinéma, je regarde très peu de films à la télévision, je regarde aussi très peu de vidéos. Je n'utilise quasiment pas mon magnétoscope parce que je me rends compte que le cinéma... On appelle ça maintenant le lecteur de DVD, c'est Pardon, pour ça, oui. D'accord, je date plus déjà. les- C'est dire que je l'utilise Ouais. c'est dire combien je l'utilise peu, quelquefois pour des captations d'opéra, mais très 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 rarement, parce que pour moi le cinéma est effectivement un spectacle vivant aussi. Et même si je vais au cinéma ou avec des amis ou seul, et j'ai la chance d'habiter au centre-ville et d'habiter à Jette-Pierre de l'Odyssée, ce qui fait qu'il m'arrive très souvent de venir ici à 22h, tout simplement après une grosse journée, je me rends compte que je préfère aller au cinéma même seul, mais dans une salle pour le voir sur grand écran et avoir le sentiment pour moi c'est un acte social aussi, un acte de solidarité, un acte de vivre ensemble, qui donne lieu à un sentiment d'appartenance à une société. Et c'est vrai que pour moi, le cinéma seul dans un salon a moins de sens. Et je me suis rendu compte que j'aurais eu beaucoup plus de plaisir à voir, par exemple, Plein Soleil ou L'homme qui en savait trop de Hitchcock, pour prendre l'exemple du dernier film que j'ai pu voir. Dimanche dernier sur Arte. Voilà. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de plaisir de le voir ici à l'Odyssée. Ce qui fait que je pense que le cinéma, c'est aussi le bruit de la pellicule, le sentiment de la salle, c'est quelque chose... On doit s'y rendre, à mon avis, on doit sortir. C'est la raison pour laquelle, comme par exemple les élections à distance, en envoyant son bulletin par la poste, si c'était possible, je pense que ça serait faux. À mon avis, il faut se rendre sur un lieu et avoir un sens de... C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Pologne et heureusement ils ne l'ont pas fait. Oui, et c'est quelque chose qui est d'usage en Suisse, c'est que, qu'effectivement, que personnellement, à titre personnel, je récuse, parce que ce sont des actes qui doivent cultiver un sentiment d'appartenance d'une même société. Alors, cher Paul, moi je bois du petit lait avec grand plaisir quand je t'écoute, parce que effectivement, la salle de cinéma, qui n'existe pas au début de la première projection de film, c'est à partir qui a lieu en 1895, c'est en 1907 que les salles de cinéma apparaissent, mais ça j'en parlerai dans une prochaine chronique, a deux particularités. La première, c'est que on regarde bigger than life sur un grand écran. Ce qu'on ne peut pas faire à la maison dans le cadre d'une atomisation des relations sociales, d'une individualisation des relations sociales. Et la deuxième chose au cinéma, c'est qu'il y a ce que les filmologues ont appelé la dissolution du point de vue du monsieur de l'orchestre. C'est-à-dire que d'un côté, on est fixé sur son fauteuil, bien sûr, on ne bouge pas, mais imaginairement, le regard circule. Selon la taille des plans qui évoluent, le montage qui est fait, donc on se retrouve nez à nez avec un personnage, ou une belle femme, ou je sais pas. Et après on se retrouve ou au milieu d'un groupe de gens
qui sont en train de se battre ou que sais-je, etc. Et puis après, on se retrouve au sommet d'une colline en train de les voir de loin. C'est un voyage imaginaire. Et alors que quand on fait du cocooning, c'est-à-dire chez soi à la maison, eh bien, on se lève, on va prendre sa bouteille de coca ou de vodka, je ne sais pas ce que les gens boivent, et puis mais on est dans, on peut pas avoir la dissolution du point de vue du monsieur de l'orchestre. J'aime beaucoup ce que tu dis, et je pense qu'effectivement, pour revenir sur le premier point, j'espère ne pas t'interrompre, je pense que l'idée d'être confronté à quelque chose de bigger than life and bigger than you, je pense que c'est important, parce que la fonction de l'œuvre d'art, c'est d'être confronté à quelque chose précisément qui vous dépasse pour vous sortir par le haut et pour vous faire progresser. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est... Et moi qui viens effectivement dans la construction de ma culture personnelle, du théâtre, de la musique symphonique et de l'opéra, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis vraiment effectivement extrêmement sensible. Et c'est vrai qu'une captation d'opéra sur vidéo, c'est quelque chose qui me frustre. Effectivement qui me frustre. Et parfois, c'est des compensations. C'est un succès d'année au même titre qu'effectivement qu'un certain nombre d'activités numériques actuellement visibles sur le site du musée de la ville de Strasbourg et sur les réseaux sociaux. Effectivement. Et il vaut mieux ça qu'un silence absolu et qu'un écran noir. C'est bien évident. Absolument. Alors, je voudrais aussi, puisqu'on parle de cinéma maintenant, mais tu as parfaitement raison, et en tout cas, félicitations pour toutes ces initiatives, succès d'année peut-être, mais qui permettent de maintenir un lien. Et qui ont une fonction pédagogique aussi, vraiment. Mais, j'insiste, incitative, pour revenir. Oui, pour revenir. Je crois que c'est ça. C'est ça le message. C'est bien de diversifier un peu tout en gardant l'essentiel, qui est la présence sur place. Voilà. Absolument. La confrontation à l'original, rendue intelligible. Justement, quelle est la force et la fragilité d'un musée? Quelle est la place d'un musée dans une société quand on est confronté à des tempêtes virales comme celles qu'on a vécues et que peut-être, j'en ai bien peur, on risque de revivre, nous et puis nos enfants, plus tard? C'est une question ancestrale, cher Farouk, que j'évoquais dans un éditorial pour la newsletter des musées de la ville de Strasbourg. C'est une question qui aussi confond notre société. Peut-être tu peux dire juste là, pour que nos auditrices et auditeurs puissent les retrouver. La newsletter des musées de la ville de Strasbourg. Il faut taper sur le site des musées de la ville de Strasbourg. Musée de la ville de Strasbourg. Tout à fait. Alors, la question que tu te poses, je pense que tous nos ancêtres se la sont posés dans notre civilisation. Je citais une très belle phrase de Hölderlin, alors, en 1801-1802, à la suite des guerres révolutionnaires, dans une Europe bouleversée, évidemment, du début du 19e siècle. En langue originale, c'est Wozu Dichter in dürftiger Zeit, que je me suis permis de traduire par quelle est la raison d'être d'un poète en des temps de désarroi. Et je pense que c'est une question qui se pose, c'est une question fondamentale qui se pose par rapport au rôle de la culture, pas seulement des musées, mais au rôle de la culture dans une société. Et la culture, elle ne doit, ce qui est tout à fait essentiel, et ce que tout le monde, y compris des décideurs, doivent comprendre, c'est que la culture n'a rien de superfétatoire, ça n'a rien de luxueux, c'est quelque chose, et on s'en rendra compte, je pense, dans la procédure de reconstruction que nous allons vivre maintenant ensemble, parce que suite à cette crise sanitaire, il est bien évident que nous allons subir une crise économique, et plus grave encore, une crise sociale. Et je pense que la culture, de manière générale, les musées, les cinémas, les théâtres, les salles d'opéra auront un rôle fondamental dans la reconstruction. Et je pense que, et à ce point de vue-là, le hasard de calendrier fait très bien les choses. Je pense que Goethe à Strasbourg, à laquelle l'Odyssée est associée, est une exposition qui va être une leçon de vie par rapport dans cette période de reconstruction. Parce que voilà un jeune homme qui arrive à l'âge de 20 ans, d'une culture différente, culture germanique, et qui, à Strasbourg, va s'ouvrir au monde. Ça va s'ouvrir à d'autres cultures, et notamment à la culture française, mais pas seulement, et va s'ouvrir à toutes sortes de disciplines, comme la danse, l'escrime, les arts décoratifs, etc. Donc, cette exposition, le message subliminal de cette exposition, c'est qu'elle sera
de ne pas se replier, de ne pas se... Oui, le frileux repli sur absolument. soi-même. Je pense que c'est ça, ça sera la fonction de la culture. Pour moi, restera une leçon d'ouverture et de générosité et du vivre ensemble. Ça, je pense, et de manière solidaire. C'est la raison que je pense que nos institutions auront toute leur place au cours des prochains mois et peut-être même d'années à venir, puisque je pense que c'est notre baptisme dont nous mettrons comme un certain temps à nous remettre. On a donc non seulement un rôle à jouer, mais une responsabilité. Une vraie responsabilité. C'est absolument fondamental. Ce que tu dis est très important et ça me fait penser à cette superbe phrase d'Albert Camus qui dit que tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude. Et que donc la culture et l'art ont un rôle de lien social parce que c'est des citoyens qui ne sont pas laissés pour compte, auxquels on s'adresse, conformes aussi. Absolument. Une fonction intégrative. Voilà. Intégrative. Ça, c'est tout à fait, c'est absolument tout à fait essentiel. Et je pense que là, nous avons un devoir de vigilance, toi, moi, et tous nos collègues au cours des prochains mois et années, je par rapport à cette fonction intégrative. Toi, moi, tous les autres bien sûr, structures, bien évidemment. Mais aussi les dirigeants politiques, les élus. Parce que, absolument. Voilà. Absolument. Hier, j'ai participé à une visioconférence, alors je disais la chose suivante. Oui, mais ça coûte de l'argent, il faut bien sûr, il faut des subventions. L'art n'est pas une marchandise, la culture n'est pas une marchandise, et il faut consacrer des moyens à la culture. Et je disais à une élue, aux deux élus qui étaient présentes, nous coûtons moins d'1 € par habitant de Strasbourg. Et en contrepartie, on génère un chiffre d'affaires et des emplois. Si pour sauver la culture, les institutions leur donnaient les moyens de drainer le public vers eux, eh bien, les élus, parce que le jour d'après, ça ne doit plus être comme tout à fait avant, eh bien, décider que pour effacer l'impact de la crise, eh bien, on allait consacrer 30 € par habitant. Je ne parle pas en plus des budgets actuels. Oui. 30 € par habitant. Eh bien, je pense que ce serait important que les citoyens se disent, bon ben, c'est bien, parce que pour soutenir l'action des musées en direction de ce lien social, des théâtres, des associations de danse, de musique, les salles de cinéma, pas seulement le lycée, y compris les salles commerciales, privées, eh bien, il y a à faire une espèce de mobilisation générale. Voilà. Alors, nous avons convoqué, tu prêches un convaincu, alors nous avons convoqué ensemble Hölderlin, Camus, on pourrait peut-être aussi citer un homme politique, un très grand homme politique du XXe siècle, Churchill, à qui ses ministres avaient proposé de supprimer le budget de la culture au cœur du second conflit mondial, au moment du Blitz, au moment où l'Angleterre et Londres en particulier souffraient sous les bombes d'Hitler, et il avait répondu « What are we fighting for ?» Et évidemment, il avait récusé. Pourquoi donc finalement on se bat précisément pour ces valeurs et pour ce lien social que la culture autorise et facilite. Je ne connaissais pas cette citation et je vais te donner aussi une citation de Malraux quand il était ministre de la Culture. Il disait « Un ministère de la Culture qui n'a pas au moins 1% du budget de l'État est une plaisanterie inutile. » Donc, alors, dernière chose, parce que c'est passionnant tout ce que tu racontes, et puis on viendra à l'Odyssée écouter Paul Lang, parce qu'on aura des soirées communes avec lui, et puis il faudra aller l'écouter aussi au musée de Strasbourg, les 5 musées, 11 institutions. Je perds mes cheveux. 10 musées et un monument historique. Voilà. Il faudra l'écouter aussi dans les musées. Toi, ton film préféré ou celui ou tes films qui t'ont le plus marqué, ta filmothèque personnelle? Tu sais pourquoi je te pose ça? Parce cette question. On pourra peut-être faire une carte blanche un jour avec projection débat à Paul Lang. Voilà. Alors il y a un film. Alors je vais te dire d'abord le film que j'ai le plus souvent vu dans ma vie, de manière volontaire, et encore très récemment ici même. C'est parce que je viens de l'opéra, je viens de la musique.
comme j'ai eu l'occasion de le dire au moins à 2 reprises au cours de cet entretien, c'est le Ludwig de Visconti, qui est un film qui continue à me fasciner parce que j'aime l'opéra, j'aime Wagner, même si effectivement le regard posé sur l'homme compositeur est extrêmement sévère. C'est un film qui me fascine. Alors c'est c'est pas alors la question du film pour l'île déserte. Je ne sais pas si je l'amènerais sur une île déserte, parce que c'est un film quand même noir, pessimiste. Ça, c'est la chronique d'un échec, l'échec d'un règne, même si effectivement sans l'action de Louis II, il est probable que Wagner n'aurait pas continué son action de compositeur. Mais évidemment, c'est un film qui continue absolument à me fasciner. Il y en a d'autres qui m'ont permis de me construire de manière très significative, que j'ai vu. Alors, tout ça, ce sont des films, c'est comme des livres que j'ai découverts à l'adolescence et qui continuent à m'accompagner. C'est le Barry Lyndon de Stanley Kubrick, à cause de sa lucidité, mais au même titre du reste que Louis II de Bavière, parce qu'il y a 2 choses à la réflexion qui les réunissent, c'est qu'il y a la tentation de l'opulence, de l'esthétisme, et en même temps une prise de distance et une lucidité qui est donnée, qui scande le film chez Louis II de Bavière, parce que régulièrement, à peu près toutes les 20 minutes, vous avez un interrogatoire avec une lumière extrêmement blafarde, directe sur un seul personnage qui comparaît devant la caméra comme devant comme devant un tribunal ou devant un stand chez un policier, pour rendre compte de manière totalement désenchantée du règne de ce roi. Et évidemment, dans Barry Lyndon, il y a cette voix off qui scande le discours et qui nous remet sur terre et qui est en contradiction en quelque sorte avec la splendeur de la composition. C'est un film pictural dont chaque image est en quelque sorte composée. Alors j'avais droit à 2 films. Non, tu as le droit à 3. Alors en tout cas Ludwig, en tout cas Barry Lyndon, qui sont 2 films qui m'accompagnent depuis l'âge de 16 ou 17 ans. Et puis, écoute, je vais pour le moment rester là, parce que c'est pas la Sainte Trinité, mais c'est le duo sacré. Alors, voilà. Ces 2 films-là. Eh bien, écoute, c'était passionnant. J'invite tout le monde à retrouver Paul Lang dans les musées de Strasbourg dès leur réouverture début juillet, d'après ce qu'il nous a dit. Ou mai juin. Aucune juin. date, aucune date pour le moment, tout est à l'étude et Enfin, rien n'est prochainement. validé. On va dire prochainement, Voilà. on va dire le plus rapidement possible, mais aussi, j'insiste, le plus sereinement possible et de en manière, respectant les voilà, conditions de absolument, sécurité sanitaire absolument. pour tout le monde. Eh bien, c'était passionnant et j'espère qu'on le reverra aussi à l'Odyssée pour de nombreuses soirées, projections, débats et pour la collaboration qu'on fera, notamment à partir autour de l'exposition concernant Goethe. Donc on se donne rendez-vous à très très bientôt et au nom de toute l'équipe et de nos chères spectatrices et spectateurs, je tiens à te remercier, à te féliciter. On serait dans la salle de l'Odyssée, avec le public, je t'applaudirai, mais tu peux entendre le fantôme des applaudissements passés. Voilà. Merci à toi. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.